Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Référencement, où j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Paul Evans. Paul, bonjour. Bonjour. Alors Paul, c'est une espèce... Je vais faire ta présentation, tiens. En tout cas, Ok. te faire le début, après tu pourras compléter. Mais Paul, c'est une espèce un petit peu rare, puisque tu fais partie de cette nouvelle génération, toute nouvelle, ce nouveau métier qui sont les optimiseurs de conversion, du X, d'ergonomie incitative. Et en tout cas, voilà, arriver à effectuer une action, euh, cliquer là où vous voulez que les gens cliquent. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? C'est exactement ça, ouais. Je suis spécialiste, expert de l'optimisation du taux de conversion, taux de transformation, e-commerce surtout, e-commerce. Ouais. Mais tous les sites qui ont un business derrière, bah voilà, tous les sites ils ont des notions et des indicateurs de performance et donc de conversion. Voilà. Et ce charmant accent nous vient du pays de Galles. C'est ça, je suis britannique à la base, mais presque français, et puis plus précisément gallois. Voilà. C'était comment d'avoir giclé les Anglais de la Coupe du Monde? Ah, ça faisait plaisir, ouais. Et pas qu'à vous, hein, merci, hein, parce que vous Ouais. nous avez vengé aussi pour plusieurs affronts qu'ils nous ont fait. Mais oui, oui, c'était pas mal. Donc on a ça en commun. Toi, t'es gallois, moi je vais à Cardiff samedi, voir le quart de Ouais, finale. ouais, Qu'est-ce qu'on a en commun aussi? Toi, tu fais de la bicyclette, mais toi, tu montes, t'es un grimpeur. Moi, je fais que descendre, je sais pas grimper. ouais, apparemment, ouais. Et concernant, par contre, ta spécialité, ben, en fait, c'est intéressant parce que la conférence la plus populaire du SEO Campus l'an dernier, c'était la conférence d'Hervé Bourdon, qui est aussi, lui, bon, plus orienté au commerce et start-up, mais une de ses spécialités, c'est aussi donc la conversion. Et les gens ont adoré. Et finalement, pourquoi aussi je voulais t'avoir? Parce que depuis que j'ai commencé à faire des sites, je me suis toujours préoccupé de la conversion. Parce que dès que tu commences à monétiser, même si c'est pour faire des clics sur une pub AdSense, eh ben, il faut arriver, c'est pas tout d'attirer le chaland, il faut ensuite le convertir. Et c'est là que ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai. Donc si je devais décrire, si tu devais un petit peu me décrire ta manière de fonctionner, euh, on vient de voir pour plutôt des cas particuliers, en disant voilà j'ai ici cette page qui performe pas comme il faut, ou alors c'est vraiment des travaux plus globaux, stratégiques sur des sites entiers. Bah, je pense, bah, pour répondre à ces questions, bah, je vais te dire comment ça se passe avec mes clients, en fait. Voilà. Je pense que la meilleure façon de répondre à ta question, bah, comme tu dis, je vais toujours commencer avec un constat. Voilà, on va toujours arriver et analyser euh, l'état des choses actuellement. Donc, c'est-à-dire, je vais d'abord évidemment regarder le côté analytics, le côté quantitatif, les données. Et justement, comme on a vu ensemble avec des clients là en commun, souvent ça c'est aussi problématique parce que voilà, il y a des clients qui n'ont pas configuré correctement leur analytics, donc ils Ouais. sont complètement aveugles par rapport à ce qui se passe sur le site. Donc ça c'est aussi un constat quoi, un constat que vous n'avez pas d'analytics. Ouais. Euh, donc sinon derrière le constat analytique, c'est plutôt dans le qualitatif. Et là, je me base sur mon expérience, sur tous les tests que j'ai pu faire, sur ce qui marche pas. Et là, c'est du best practice qualitatif. Voilà, donc ça c'est vraiment lié à mon expérience. Après, souvent, je vais proposer à des clients de faire des tests utilisateurs. Donc ça, c'est super intéressant parce que pourquoi bah, le côté analytique, ça va nous dire qu'est-ce qui se passe, mais ça ne nous dit pas pourquoi. Ouais. Alors que les tests utilisateurs, ça va nous dire pourquoi.
pourquoi cette page ne convertit pas, pourquoi il y a trop de sorties sur la page panier, pourquoi on a 65% de rebond sur la page de landing XYZ, voilà. Et puis, je vais un peu, voilà, par rapport à tout ça, je vais arriver chez le client avec un audit, en fait. Voilà, je vais auditer. Oui. Et là, D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, pour avoir déjà vu des audits que tu as fait, c'est sans doute les audits les plus impressionnants que j'ai vus. En tout cas, c'est bah, comme doit le faire un audit, hein, tu pointes du doigt ce qui fait mal. Et c'est quand même assez. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant parce que c'est très précis et on se dit, dès qu'on voit, on n'a pas forcément la solution, mais dès que tu soulèves le problème, dès que tu le vois, tu vois en fait, tu arrives à montrer des choses qui vont vraiment pas, quoi, mais qui sont très très graves d'ailleurs. Tu parlais du manque de configuration d'analytics, mais il y a vraiment des fois des non-sens sur les sites web et comme tu dis, on est aveugle, on s'en aperçoit pas. On a... voilà, on est trop dedans. Souvent, on a besoin des setups externes. Si on connaît pas, si on connaît pas, voilà, les best practices, voilà, il faut. Souvent, mes clients sont, voilà, ils ont une approche subjective, quoi. Et ça va pas, on peut plus être subjectif sur les sujets de comportement client sur le web. Il faut, voilà. Moi, si moi j'ai comment dire, une phrase clé, il faut driver par les données. Il faut avoir confiance dans les données. Donc, c'est les données. Donc, je veux dire les données analytiques, que ce soit du Google Analytics, que ce soit du Aurelion, que ce soit du Optimizely ou Adobe Site Catalyst, c'est voilà, on est guidé par les données et c'est les données qui doivent driver toutes les décisions stratégiques sur le marketing, sur le UX du site. Voilà. Ouais, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Mais quand tu dis, voilà, on connaît pas forcément les best practices ou bonnes pratiques en français. Qu'est-ce qui se passe en règle générale? Moi, je suis un marchand sur le web. Si je vois que tous les plus gros du web, surtout dans ma catégorie, ben, par exemple, ils vont mettre un slider, bien sûr que je crois que la meilleure bonne pratique, c'est de mettre un slider parce que tous les autres le font. Donc maintenant, comment toi, tu arrives à mettre en avant, et ça m'intéresse ta réponse parce que c'est aussi des choses concernant le référencement auquel on est confronté, hein, on a des problèmes pour dire que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, mais peu importe que tous les autres sur le web font autrement, non, c'est pas parce que les autres le font que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Ouais, les sliders. Je mène une bataille contre les sliders depuis pas mal de temps, comme tu le sais. Bah, moi, j'ai des conseils. L'utilisation des sliders, bah, pour plusieurs raisons différentes. Parce que, bah, premièrement, les sliders, c'est un peu comme les bannières. Ouais, ça clignote, ça tourne. Voilà, les bannières, tu connais bien, Laurent, ce qu'on appelle en anglais banner blindness. On est aveugle de la bannière. Donc voilà, tout ce qui ressemble pardon, à une bannière sur un site web, on va pas cliquer. Donc les bannières, les sliders sur la homepage, bah, c'est des bannières, on clique pas. Première raison. Deuxième raison, euh, j'arrive sur une page d'accueil, voilà, je suis là pour trouver quelque chose, je vais cliquer pour trouver. Ça veut dire que je vais pas voir le deuxième slide et surtout pas le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc tout ce qui est après le premier slide, ça sert à rien. Et donc ça mène au troisième point qui est la performance. Ça veut dire que voilà, si j'ai 5 sliders à 250K en poids, là j'ai plus d'un méga sur ma page d'accueil, dont un méga ne sert à rien. Ouais. Mais c'est du poids qui est téléchargé par le client par son browser. Donc voilà, donc pour beaucoup de raisons différentes, les sliders, euh, moi j'ai déconseillé très fortement, comme tu le sais, de ne pas les utiliser. Et en plus, j'ai pu faire plusieurs. Là c'est pas un ou deux, c'est plus d'une dizaine de tests AB sur des sites qui avaient des sliders. Et à chaque fois, j'ai pu prouver que
on a moins de taux de rebond. Pourquoi le taux de rebond? Parce que voilà, la page elle est lourde, quoi. Donc voilà, ça va prendre plus de temps à télécharger à cause de ces grandes images du slider. Donc le taux de rebond, il monte. Donc si on remplace un slider avec une ou deux images fixes dans lesquelles on va faire notre marketing, notre merchandising, comme on le faisait justement dans le slider, voilà, non seulement on va réduire radicalement le taux de rebond, on va avoir aussi beaucoup plus de clics sur les images individuellement que sur les images du slider. Donc pour toutes les raisons que tu peux trouver, il ne faut pas utiliser des sliders. Ok. Mais comment tu... Ouais, en fait, la question, c'était... La deuxième question, c'était euh, comment tu arrives à redresser, enfin, à mettre en avant les fondamentaux, donc les best practices, alors que tous les autres sur le web et les plus gros concurrents font autrement. Par exemple, le slider. Bah, tu as raison, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc là, il faut connaître un peu le marché. Donc, bon, les best practices dans un marché spécifique ne vont pas peut-être fonctionner dans un autre. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut regarder surtout le côté analytique, les données, bien sûr. Après, il faut appliquer du bon sens. Et puis, pour terminer, il faut tester. Il faut tester. Voilà, si dans le real estate, dans l'immobilier, on va dire l'emplacement. Alors dans l'optimisation du taux de conversion, on va dire bah, le testing. Donc si tu veux répondre à ta question, j'ai pas une réponse fiable à 100%, mais la seule façon de donner une réponse fiable à 100%, c'est de tester. Oui, puis c'est... Enfin, finalement, il faut bien qu'on parte d'un point de départ, ce point de départ étant le tronc commun. Ce que je dis, c'est que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et quand on sait rien, ben, on se raccroche au peu qu'on sait, et ce qui est fondamental. Donc il faut partir sur la base qu'on connaît et ensuite arriver à... je dirais que, que ce soit en référencement ou en UX, les gens le prennent souvent à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont se charger de... C'est comme si tu commençais ta maison par les finitions au lieu de mettre les fondations d'abord. Ouais. Mais en plus dans une spécialité où on doit composer avec des usages qui changent, qui se modifient. Comment tu vois débouler l'arrivée du mobile comme ça, qui a pris... Enfin, ça pose un sacré challenge, hein, du point de vue ergonomie maintenant, le mobile. Et quand tu vois ce que ça représente, en termes de volumétrie de recherche aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. Donc pourtant, dans 80% des cas, c'est soit ignoré, soit vraiment très mal fait, quoi. Hein. Il suffit de naviguer sur mobile d'ailleurs pour s'en rendre compte, quoi. Ouais, je suis d'accord. À un moment donné, il faut trancher, quoi. Il faut appliquer du bon sens. Il faut trancher voilà, en connaissant son marché, en regardant les statistiques et l'analyse. Je te donne un exemple. J'ai un client qui, qui est dans un marché, on va dire, de luxe, assez luxe, avec un panier moyen assez élevé, avec une notion de personnalisation du produit sur le site qui a besoin quand même comment dire, de l'espace d'écran. Quasiment impossible à personnaliser ce produit sur un écran mobile, et malgré le fait que voilà, on va avoir du 10, du 15% sur du mobile, bah, voilà, ce client-là, on est obligé d'ignorer quasiment le client potentiel mobile et gérer la situation en donnant des messages très clairs à ce client-là, bah, cet utilisateur, bah, notre site, voilà, au moins fournir une expérience qui tient la route sur mobile, sur les pages de landing, mais plus loin dire, bon, désolé,
le site n'est pas optimisé pour mobile, voilà, on vous donne une meilleure expérience sur desktop. Ouais. Après, voilà. Et si je compare ça avec un autre client qui est dans les produits de beauté, avec un cible, on va dire assez jeune femme quand même, ce client-là, il va avoir du 40-50% sur mobile. Et donc là, ce client-là, euh, pas de notion de personnalisation du produit, c'est vraiment e-commerce classique. Voilà, page produit, je clique, check out, j'achète. Donc là, là clairement, c'est l'inverse, c'est du mobile first. Hein. Ouais. Le conseil, c'est bah voilà, vous avez 40-50% sur le mobile, le taux de conversion, il est moins bon que sur desktop. Bah, là, il faut faire du mobile first. Donc, quand vous faites des maquettes, quand on va faire des wireframes ou quand on va essayer d'améliorer voilà, le taux de conversion, bah, tout ce qu'on va faire, c'est le mobile first. Hein. Voilà. En règle, alors tu vas me dire, ouais, ça dépend des cas, ça dépend des marchés, mais euh, tu me disais tout à l'heure que en numéro un, c'était la performance qui était le gros frein, disons, à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire des pages qui. Et je le vois bien, moi, depuis que je suis passé de la DSL à la fibre, honnêtement, il va pas plus vite le web. Hein. Ouais, bah, dans mon expérience, comment dire, le facteur clé ou la chose la plus importante dans l'optimisation de conversion de n'importe quel site, c'est la performance. C'est le, c'est le temps de téléchargement des pages. Euh, Peut-être un peu étonnant, avec justement le monde du 4G, le monde du fibre, tout ça, mais non, justement, le seuil d'attente des gens est Ouais. encore moins qu'avant, en fait. Ah ben ouais, c'est ça le problème. Enfin, non, le problème, c'est que les sites web sont trop lents. Mais ok, si si je suis un gros marchand, que je peux avoir des CDN, que je peux avoir tout ça, mais euh, bien souvent, en plus, souvent, on voit que ben pour lui, le site il marche quoi quand il va le consulter, parce que ben, il est en cache, parce que tout ça quoi. Et donc il s'aperçoit pas que ça marche pas. Mais est-ce que tu le fais toi le test de présenter tu sais, sur Webpage Test, tu peux enregistrer le loading d'une page, le chargement, et tu peux le comparer avec d'autres. T'as jamais vu cette fonctionnalité? Ah oui, ça fait partie de tous mes audits, web page test. Non mais la Euh, fonctionnalité vidéo, et si tu le montres aux gens, c'est là que c'est assez hallucinant quand tu vois comment ils ouais, réagissent, quand tu leur montres leurs concurrents qui se chargent 3 fois plus vite qu'eux. ouais. Enfin bon bref, ça c'était une petite astuce commerciale. Maintenant, la performance, ben, c'est simple et cela dit, c'est simple et compliqué à la fois parce que tu vas aussi maintenant, tu deviens du poil à gratter pour les développeurs comme nous autres référenceurs, quoi. Et là, c'est encore plus compliqué. Enfin, on rentre dans des trucs assez. Enfin, ça peut être de l'administration système serveur en tout cas, ou tu peux aussi rencontrer des langages ou même des impasses. Là, je suis dans une impasse où il faut carrément passer en OSQL, hein, hors base de données classique, Mm. pour accélérer le site. Donc comment on fait hein? Parce que là, c'est vraiment, dans le cas que j'ai en tête, c'est vraiment bloquant. On est à des 20-30 secondes de chargement, c'est pas possible. Je suis bien d'accord. Encore une fois, faut voir la situation en face, il faut appliquer du bon sens. Après, il y a sûrement voilà, je pense qu'il y a deux parties, comme tu dis. Il y a la partie, entre guillemets, réseau hardware. Ouais, et donc là, voilà, j'avais du mal à. Voilà, on sait que c'est du lourd, quoi. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Après, souvent, chez les clients, je vois des problèmes sur le front-end. Donc ça, c'est des erreurs de codage. Voilà, des fois, des sites qui laissent traîner des pixels de tracking qui datent d'il y a 5 ans, mais ils sont toujours appelés dans la page et ils tombent en 404 ailleurs, ou voilà, ou des images mal optimisées. Ou voilà, une page d'accueil qui va appeler une image WordPress, mais au lieu d'appeler l'image réduite, ça va appeler une image à méga fois 3.
les JavaScript, les fichiers JavaScript non combinés, non comprimés. Voilà, combien de fois qu'on voit du CSS en dur dans les pages. Donc c'est bien, voilà, c'est tout ce qui est en dur, comme tu sais, dans une page web, que ce soit JavaScript, CSS, bah, ça peut pas être caché par le navigateur. Donc il faut le télécharger sur chaque page. Voilà. Mais est-ce que tu verrais pas un avantage à travailler en amont finalement, avant, plutôt que de réparer? Est-ce que, enfin, je veux dire, c'est peut-être ambitieux parce que nous, après toutes ces années de référencement, la plupart des projets ne l'intègrent toujours pas en amont. Mais ça me paraît quand même beaucoup plus simple de régler tout ça dès le départ, quoi. Mais à qui Oui, la faute alors? À qui la faute? Est-ce que c'est le client qui a pas le bon budget, le cahier des charges, l'agence non, c'est un mélange de tout ça, c'est tout simplement l'historique en fait. Ça veut dire que, voilà, tu le sais comme moi, un client, voilà, et avant il était avec une agence XY, avant ça c'était en interne, avant ça c'était en agence. Voilà, les sites web vont cumuler une historique en fait. Et voilà, et avec cet historique-là, on cumule aussi tous les problèmes qui vont avec. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut régler la question de performance dès le départ, mais c'est souvent le cas quand voilà, on hérite du passé en fait. Et pour toi, quelle est ton expérience? Quel est le facteur déclencheur pour quelqu'un qui va décider de prendre au sérieux la conversion, l'ergonomie? Est-ce que tu as un schéma où il s'est déjà cassé les dents, il a déjà eu deux sites et puis c'est enfin le troisième qui prend au sérieux? Ou alors il attend de voir qu'il stagne, donc il baisse en chiffre d'affaires? Enfin, est-ce que tu retrouves des traits communs dans les raisons pour lesquelles on vient de te voir? Euh, je pense que, ouais, comme tu as dit au début, voilà, c'est assez nouveau, c'est assez relativement nouveau l'optimisation du taux de conversion, mais ça commence voilà, à gagner un peu de terrain, à être un peu connu. Si t'es professionnel du web aujourd'hui, si tu as un site e-commerce, voilà, tu dois savoir ce que c'est Google Analytics, tu dois savoir ce que c'est un taux de conversion, tu dois savoir aussi que le ROI est plus intéressant sur une mission d'optimisation de taux de conversion plutôt voilà, d'aller dépenser cet argent chez Google pour acheter plus de trafic. Mais pour répondre précisément à ta question, ouais, c'est deux choses pour moi. C'est soit des recommandations parce que voilà, j'ai pu avoir des résultats positifs avec un autre client. Donc ce client-là, dans ce réseau, voilà, ils ont des amis qui ont aussi des sites. Donc là, c'est recommandation. Et puis sinon, comme tu dis, souvent un échec en fait. Ouais. On a fait et là, c'est important d'insister sur le fait que voilà. Combien de clients j'ai eu beaucoup de clients qui ont fait une refonte totale du site. En fait, voilà, ils ont passé un an à refaire de A à Z le site. Ils ont même embauché des gens pour faire ça. Ils les ont mis dans un garage pendant un an. Et hop, le jour J, hop, ils cliquent sur le bouton rouge et ça marche pas. Aïe. Et il faut surtout pas faire ça aujourd'hui. Et il faut une approche évolutive en fait. Il faut une refonte d'A à Z d'un site. Aujourd'hui, c'est beaucoup de risques. Donc, c'est pour ça que, voilà, donc j'ai trouvé quand même quelques clients suite à justement des projets de refonte totale et ça n'a pas marché en fait. Tu mentionnais Google Analytics, Mm. euh, qui est... allez, je vais lancer un chiffre, mais moi je dirais il est au moins sur 80% des sites, hein, à mon avis, voire plus. Tout le monde Mm. l'utilise, sauf, Mm. sauf moi peut-être. Est-ce
que moi, je vais te donner mon sentiment, hein, quand je vois vu de l'extérieur comment les gens utilisent Analytics, c'est que ils vont dedans, bon, ils regardent deux trois KPI de base, tu vois, mais ensuite ils se mettent à cliquer un peu partout, ils peuvent y passer 2 heures et ressortir avec encore plus perdu, en tout cas ne pas savoir quoi faire. Et je dis toujours, moi, le problème, c'est pas la data, c'est comment interpréter la data, c'est comment actionner dessus. Et c'est là que tu rentres en jeu, parce que déjà, il faut bien la collecter, la data, mais après, c'est comment on arrive à faire des analyses. Et le reproche que j'ai avec Google Analytics, c'est que ils veulent donner cette impression qui te donne une interprétation, qui t'aide à interpréter la data, alors que non, si t'as pas quelqu'un qui sait le faire derrière, c'est très très compliqué quand même. C'est un peu usine à gaz, je trouve, Analytics. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis, par rapport à ça, je dis deux choses. Euh, Premièrement, il va te, si tu sais le lire correctement, hein, il va te dire quoi, qu'est-ce qui se passe. Ouais, Mais il te dit pas pourquoi. mais voilà. Tu as besoin du pourquoi. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur le besoin d'être agile sur le côté test utilisateur. Alors, on peut faire des tests utilisateurs soi-même, hein. On peut demander à sa femme, on peut demander à ses parents. Justement, ses parents, c'est souvent un très bon test parce que bah, les miens, ils sont pas de la génération Internet. Donc, si eux, ils arrivent à utiliser un site, bah, tout le monde peut utiliser. Sinon, on peut payer pour faire des tests utilisateurs. Il y a plusieurs solutions online qui nous permet de, voilà, de créer un compte, acheter des crédits et créer son scénario. Donc, on donne un scénario et puis hop, on y va. Et puis, les utilisateurs, ils vont même jusqu'à filmer leurs écrans pour qu'on puisse avoir un feedback vidéo. Et on leur encourage à commenter l'expérience, en fait. Donc, ça c'est top. Donc, moi, avec tous mes clients, j'insiste lourdement sur le fait qu'ils essaient de mettre ça en place au moins 2 fois par an, Ouais. si possible plus souvent. Et c'est vraiment ça ouvre les yeux, c'est fantastique. Ce qui est dingue quand on fait ça, enfin moi j'ai utilisé un truc qui s'appelle Silverback, je sais pas si tu Ouais, connais, c'est que c'est vrai que quand on voit donc les gens se filment en train de naviguer sur le site web, et c'est dingue, dès qu'on voit les expressions du visage, on sait que là ça marche pas quoi. Ils sont sur un endroit qu'ils comprennent pas, un texte, un icône. Souvent, moi j'ai vu que ça marchait. Les icônes, en fait, le meilleur icône c'est texte, non? Parce que les gens ne comprennent pas les icônes. ouais. En tout cas, s'il n'y a pas du texte dessous. Ouais. Mais bon, bref. Ouais, donc Analytics, c'est encore une fois pas forcément le meilleur outil pour le besoin que la plupart des gens font. Oui, si tu sais le manier, si tu sais le régler, si tu sais analyser la data et savoir pourquoi derrière, mais comme ça, là, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ouais, je pense, ouais, voilà. J'allais dire aussi, mon deuxième point par rapport à ça, c'est ouais, moi j'ai vu des gens passer des journées dans Google Analytics pour, comme tu dis, à la fin, ne prendre rien du tout en fait. Donc moi, j'insiste sur une approche, ouais, je dis no bullshit, j'appelle ça no bullshit de l'analytics. Voilà, passez pas plus de 5 10 minutes dans Google Analytics. Allez-y, prenez ce dont vous avez besoin, les KPI les plus importants. Pensez global, donc pensez macro plus que micro. Ouais. Les gens, ils ont trop tendance à regarder micro. Ah voilà, regardez hier entre 16h et 16h30 la page machin n'a pas converti, a converti à 10% de moins que. Non. Regardez le macro, regardez le trend dans le long terme. Passez pas plus de 5 10 minutes dans Google Analytics. Allez-y, mais ressortez vite avec ce dont vous avez besoin. Et surtout, passez le temps comme voilà, c'est toi-même qui l'as dit dans la question, actionner, passer à l'action. C'est le plus important, hein, de passer à l'action. Et pas que dans ton domaine ou le mien. C'est en général. Je suis bien d'accord. Et c'est marrant parce que c'est là que, c'est là que moi je trouve donc, je suis à mon compte depuis 5 ans et c'est là que je me rends compte que j'ajoute
la vraie valeur, c'est pour faire de l'optimisation de conversion, on peut faire du test A/B, on peut faire comme tu dis, du Google Analytics toute la journée, on peut faire du user test, on peut faire du UX, on peut faire des wireframes, mais si on sait pas être organisé entre nous, si on sait pas travailler ensemble, euh, derrière le même stratégie de projet avec des actions et des objectifs clairement identifiés, bah, on va nulle part. Donc en fait, voilà, ça rejoint, je me trouve très souvent à jouer un rôle de management en fait avec mes clients. Voilà. Que ce soit management du projet, mais aussi management des hommes en fait. Voilà. Ouais. Et Et- c'est marrant, mais et c'est pour ça que ce métier me passionne. C'est ok, on a le côté, allez, on va dire 0-1, le côté data, là, c'est noir et c'est blanc. Ok, voilà, si tu veux, c'est pas facile, mais tout le monde est capable de maîtriser ça parce que c'est noir et blanc. Mais c'est le côté plutôt gris, le côté humain en fait, qui est pour moi en tout cas le plus passionnant. Et c'est là que je me rends compte, ouais, depuis 5 ans, que c'est là que vraiment je peux ajouter de la valeur en fait chez mes clients. C'est en manageant les projets et les gens aussi. Voilà. Tiens, je voudrais j'y pensais quand tu parlais de test utilisateur, parce qu'un truc que j'aime bien, moi, c'est le concept de The user is drunk. Mm. Donc, pour ceux qui connaissent pas, The user is drunk, vous pouvez embaucher les services d'un mec qui va se bourrer la gueule et visiter votre site, parce que on remet en question un peu le fait qu'on dit toujours l'utilisateur est idiot. Non, il n'est pas idiot, il est bourré, quoi. C'est simplement que il a toujours le même quotient intellectuel, mais de par le fait qu'il doit utiliser une souris ou un trackpad, un écran, etc., il ressemble plus à l'attitude de quelqu'un qui est sous que quelqu'un qui est idiot, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette vision des choses, The user is drunk? Ouais, moi ouais, je l'ai vu 2, 3 fois. C'est intéressant. The user is drunk. Euh, je pense que the user is moins drunk qu'avant. Donc, on peut se permettre à faire beaucoup moins d'erreurs qu'avant. En fait, si tu compares les sites de 2015 aux sites d'il y a 10 ans, euh, ouais, donc il faut rester simple. Voilà. Pour répondre à ta question, si tu me dis the user is strong, moi je te réponds, voilà, donc il faut rester simple. Alors, voilà, il faut prendre ça en compte. Il faut rester très simple, très clair, pour que tout le monde puisse utiliser sans problème son site. Bah, Voilà. bah, c'est un peu ça le concept, hein. C'est Ouais. tu t'es bourré, donc il faut te répéter 3 fois les mêmes choses et très fort. Tu vois tout trouble, donc il faut squint là, il faut comment on dit, le squint test là, comment on dit en français. Ah, c'est toi qui me fais oublier mon français maintenant. Quand on doit plisser, voilà, plisser les yeux. Mhm. On va parce que il faut donc que les gros éléments ressortent. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ressortent, mais comme tu dis, c'est la simplicité est souvent la solution. Euh, donc comment tu conseilles les gens dès qu'ils ont envie de choisir un petit peu des effets spéciaux, des gadgets, voilà, le slider, l'infinite scrolling et un peu des modes comme ça qui vont, qui viennent. Comment on doit choisir, comment quelque chose me plaît, hein, un effet, un parallaxe, j'en sais rien, un nouveau truc me plaît. Comment je dois faire pour savoir si ça va marcher ou pas? Est-ce que je suis obligé d'installer et tester? Ou alors il y a des moyens quand même d'essayer de se prémunir, il y a des réflexes à avoir quand on dit que quelque chose risque de faire foirer mon site. Ah ouais, moi je pense que toi-même tu étais voilà, face à cette situation dans ton domaine d'expertise à toi, donc la SEO. Euh, voilà, je suis bien armé, comme tu dis, avec une pléthore d'exemples, de tests et d'études de cas. Euh,
que j'ai pu faire avant. Donc, si vraiment le client me demande de faire, voilà, le client il aime quelque chose qui est complètement stupide et qui va, comme tu dis, massacrer son conversion à travers une page, voilà, depuis sa page d'accueil, bah, très clairement, bah, toi, tu étais face à cette situation aussi. Voilà, il faut être diplomate, mais en même temps, il faut être fort. Voilà, non, je vous déconseille très, très clairement de pas faire ça parce que, voilà. Oui, mais euh, ça c'est toi l'expert. Mais si les gens, sans travailler avec toi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour essayer de se préserver, tu vois, si ils veulent céder à une nouvelle mode, quel doit être le premier réflexe qu'ils doivent avoir? j'ai pas compris. Sans moi, Sans toi, voilà. Alors après, oui, bien sûr on va leur conseiller de t'appeler pour te demander. d'accord. Mais, mais est-ce qu'il y a, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, je ne le sais pas, hein, mais peut-être qu'effectivement c'est trop compliqué. Mais je voulais savoir s'il y avait comme ça, des réflexes à avoir pour jauger si une technologie peut être problématique ou pas. Ouais, difficile ta question parce que mon réflexe est désolé d'être un peu boring et toujours le même là-dessus, mais ouais, je t'ai dit tout de suite, tester quantitativement. Mais voilà, je suis bien d'accord que tous les clients, tous les sites n'ont pas les moyens voilà, de faire du A/B testing parce que voilà, c'est pas très, très cher, on va dire, mais c'est pas donné, quoi, surtout pour des petits budgets. Euh, sinon, un conseil par rapport à ça, c'est aller voir chez les big boys, aller voir chez les grands, hein. Et j'utilise souvent l'exemple Amazon. Ouais. Pourquoi Amazon? Parce que tu sais qu'Amazon, ils ont commencé à faire du testing eux-mêmes in-house euh, fin des années 90, on le sait. Ah, mais Donc si Amazon, leur processus de testing, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, les boutons, les modifications sur la page Amazon, elles apparaissent pas parce que quelqu'un a pensé que, hein. Ça vient d'une réflexion qui est assez démentielle et un process très très long. Mais ouais, à la limite, il vaut mieux, tu me dis quand même qu'il vaut mieux mettre en place un test plutôt qu'engager une refonte parce que on trouve que cette technologie va être sympathique et on a tout basé là-dessus sans tester. Donc même si c'est un petit peu plus coûteux, il vaut mieux tester et voir de soi-même plutôt que mettre en prod et après devoir faire marche arrière ou alors avoir un problème et devoir se débarrasser d'un site. J'ai eu un cas comme ça récemment où donc passage en responsive web design, tout ce que tu veux. Mais là, le client, il est obligé de tout casser, refaire à zéro son truc, parce que c'est pas possible. La performance, c'est pas tout de faire du responsive, quoi. Mais si ça doit alourdir ton site et avoir engendré une performance déplorable, alors c'est pas la solution, quoi. Et c'est exactement ça. Il faut résister à cette tentation de suivre les modes, les fads, comment dire en anglais, FADS, fad, c'est un peu, c'est un mode, quoi. Résister à la tentation, euh, résister à la tentation comment dire, c'est comment dire en français l'avis du DG ou voilà, l'avis du DG, c'est pas ça, voilà, le big boss, il veut faire ça parce qu'il a vu le concurrent qu'il fait. Bah, non, il faut accompagner le client, faut expliquer très clairement, bah, non, si vous voulez, on peut le faire, mais on va le tester. On va minimiser le risque parce que, comme tu dis, voilà, moi aussi, j'ai eu plein de clients voilà, qui ont fait des refontes d'A à Z et puis derrière c'est catastrophe parce que ça marche pas et puis le problème avec ça c'est que non seulement c'est le catastrophe mais ils savent pas où est le problème. Quand tu fais une refonte d'A à Z tu changes toutes les pages ouais, et donc tu sais pas d'où vient le problème, tu sais pas si c'est le panier, tu sais pas si c'est le checkout, tu sais pas si c'est la performance, tu sais pas si c'est la page d'accueil, si c'est la page de catalogue, si c'est la page de recherche, tu sais pas. Donc c'est pour ça que moi voilà encore une fois je déconseille très fortement cette idée de refonte totale avec un jour J voilà et plutôt adopter une approche évolutive où je vais faire des tests petit à petit mais voilà après 3 mois 6 mois de testing si tu veux mon nouveau site il est là il existe déjà et bien donc sûr. la refonte ça peut se définir par une refonte éventuellement de la charte graphique, du logo. Et
du look and feel. Mais sinon, via tous mes tests, tout mon testing que j'ai pu faire, voilà le nouveau site, voilà l'évolution. Maintenant, voilà. Alors, il y a aussi un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Mm. C'était l'humanisation du web. Quel conseil tu donnerais pour un peu réintroduire cet élément humain, quoi, parce que finalement, on voit toujours ce que j'appelle des jolis robots. Aujourd'hui, les gens savent faire des très très beaux sites, très fonctionnels, tout ce que tu veux, mais ils sont froids, ils n'ont rien d'humain, quoi. Ils ont pas de chaleur humaine. Et quand on cherche toujours à tisser ce lien émotionnel avec le visiteur, c'est quand même beaucoup plus facile quand on réintroduit un petit peu d'humain. Je sais pas, l'humanisation, je crois que c'est en anglais, c'est ça? Ouais. Humanization of the web. J'ai le même problème que toi, ça fait trop longtemps que je suis en France. Je sais Monetization. Bon, humanisation du web, je sais pas si c'est une bonne traduction, Ouais. mais c'est pas, c'est en fait, voilà, en gros c'est ça, c'est comment on raconte une histoire, comment on explique qui on est, les fameuses, moi je dis toujours, il faut répondre à quatre questions en 5 secondes. C'est qui es-tu, qu'est-ce qu'on fait maintenant, pourquoi toi, et la quatrième, j'ai oublié la quatrième, je sais plus. Hmm. Mais toi, je sais que tu en as déjà parlé, je t'ai déjà entendu parler là-dessus, mais quel est le premier conseil? Quelle est ta première approche pour prendre quelqu'un qui n'a pas du tout, voilà, qui n'a pas envie de parler au client, d'accord? Il a à peine son téléphone dans le footer ou quelque chose comme ça. On peut trouver vaguement qui il est via les mentions légales, mais si je vais sur la page d'accueil, ben, je trouve un site voilà, qui fait professionnel tout ça, mais qui a pas d'humanité. Hmm. Donc, comment tu réintroduis un petit peu l'humanité dans le web? Bonne question. Je pense que euh, deux choses par rapport à ça. Euh, il faut créer l'empathie, je pense. Donc ça, euh, c'est les images qui sont très importantes aujourd'hui. Les images deviennent de plus en plus importantes sur le web aujourd'hui. Ouais. Voilà, que ce soit des photos produits en situation, en contexte, ou voilà, que ce soit des photos d'ambiance. Donc le côté humain, c'est voilà, moi j'aime bien, c'est important de donner l'impression à un prospect dès qu'il arrive sur son site que voilà, ce produit, ça pourrait marcher pour toi, ça pourrait être toi en fait. Donc créer l'empathie, voilà, en utilisant des vraies situations, des vraies utilisations du produit avec des vrais utilisateurs, bah, des vrais clients, des gens comme moi et toi. Donc ça c'est très important. Donc banque d'images interdite. Ah, ouais, je dirais tout à fait interdit, tu vois. Donc, parce que c'est, ouais, je sais qu'on en a déjà parlé de ça. Alors, ouais, t'as surtout pas banque d'images qui est froid, qui est sans âme. Euh, voilà, donc ouais, d'accord Il, avec toi. il vaut mieux une image de moins bonne qualité, mais qui fait plus franche, qui est plus vraie, plus naturelle, quoi. Voilà. Euh, Et dans cette empathie, mais en fait, le prolongement, c'est la question, c'est les fameux euh, features tell, benefits sell. Les fonctionnalités racontent, les bénéfices vendent. exactement. Voilà. Et d'arriver à tourner la chose. Moi, je dis toujours, le visiteur, il en a rien à foutre de vous, de votre site, de qui vous êtes et de vos produits. Lui, ce qui l'intéresse, c'est lui, c'est le visiteur. Point barre. Voilà. Donc, Moi, si, ouais, ouais. et il y a un peu, moi, je retrouve un espèce de mur entre les gens qui veulent vendre des choses, donc qui sont recentrés sur l'offre, qu'est-ce que j'ai à vendre, et de l'autre côté, sur la demande, sur les visiteurs, qui en ont rien à faire de cette offre, sauf si, oui, ça leur convient. Mais souvent c'est un peu un mur entre les deux, quoi.
Ouais, donc c'est pour ça que les photos, on devait peut-être parler photos, mais Mm. l'image, je veux dire dans le sens global du mot, l'image qui va créer du rêve Ouais. chez les clients potentiels, c'est super important. C'est super important. Donc tu as raison. Voilà, faire, faire en sorte que le client qui arrive sur son site, que ce soit sur la page d'accueil ou que ce soit sur une des pages de landing plus profond dans le site, voilà, que tout de suite, il se dit, bah, moi je veux ça, je veux ça, j'arrive à tout de suite, j'ai créé un lien avec vos produits, je veux ça. Il y a très peu de sites, il y a très peu de sites qui arrivent hein, Ouais. à le faire. Un site comme ça que j'ai regardé aujourd'hui, donc voilà, va voir, va voir le site huckberry.com, super site, Huckberry, Huckberry.com. Un site que j'ai découvert récemment, très bon exemple justement à un site qui est capable justement de créer cette empathie, ce feeling qui, voilà, qui est difficile à faire sur le web, sur un support 2D. Donc, Est-ce que tu glisses beaucoup aussi dans tout ce qui est persuasion, mais dans le sens... parce on va... Comment dire? Moi, je dis toujours que nous, on est dans un business, le marketing utilise les mêmes techniques de persuasion que les gourous des sectes, que les pédophiles, que les hommes politiques, sauf que chacun a un peu sa jauge de éthique, disons. Euh, mais on peut aller très très loin dans la manipulation et la persuasion. Est-ce que tu t'intéresses à ces méthodes un peu extrêmes ou extrémistes, je ne sais pas comment on doit dire, de persuasion, ou alors tu es plus toi orienté sur ce qu'on appelle la soft conversion, c'est-à-dire d'abord on se serre la main, on apprend à se connaître et ensuite on peut faire une transaction, ou est-ce que tu m'allies les deux indifféremment, c'est-à-dire le tunnel, tu vois, le fameux tunnel agressif à l'américaine, ou alors de l'autre côté un peu plus latine à la française où on est plus soft. ouais, ouais, pour te répondre, je suis obligé de te répondre en tant qu'utilisateur, hein, je pense, en tant que client. Euh, euh, et donc, je répondrai clairement le deuxième, l'approche latine, l'approche pardon, française. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Le storytelling à l'américain, souvent agressif. Ah, là, ouais, moi, j'ai du mal, mais c'est une réponse voilà, personnelle là-dessus. Euh, et vis-à-vis de mes clients, voilà, encore une fois, faut connaître le marché, il faut connaître le cible. Euh, voilà, il y a une tactique, une stratégie pour toutes les situations, je pense. Mais globalement, voilà, moi, j'adhère beaucoup plus souvent à une approche latine, française du marketing que son cousin américain. Ouais. C'est pas, ce que je veux dire, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin que tout soit parfait à la virgule près, que ça marche quand même bien, même si on, même sans être hyper agressif et vouloir à tout prix que tout le monde achète. Euh, Parce que si on a confiance en soi, il faut compter sur le fait que les gens y reviennent, quoi. Ils mettent du temps, hein. Quand on regarde les comportements d'achat, c'est assez dingue de voir que même pour un panier à 100 euros, les gens vont passer 3 semaines, revenir 5 ou 6 fois, voire 10 fois sur le site depuis des vecteurs différents. Et j'imagine qu'ils ont fait pareil sur les autres concurrents. Donc il faut avoir la foi dans ses produits, dans son offre, et la présentation de son offre, bien sûr, et sur ses atouts. Mais est-ce que des fois, quand même, on peut pas un petit peu forcer la main aux gens? Est-ce que c'est pas des fois leur rendre service aussi de les bousculer un petit peu? Ils ont besoin de ça, de se décider. Ouais, ouais, là tu me parles voilà, j'ai créé mon panier, j'ai créé mon compte, j'achète pas 3 minutes plus tard. Ah, Monsieur Evans, vous avez besoin de l'aide avec votre achat ou dans votre panier moins de 10%. Non, mais à moi tu m'en l'as vu. Euh,
Ouais, je réponds, encore une fois, je réponds, ça Ouais. va t'énerver, mais je réponds, il faut tester, quoi. Il faut tester, faut tester. Si ça marche, faut tester. Mais moi, personnellement, bon, encore une fois, je réponds en tant que client, voilà, qui achète souvent sur le web. Moi, l'approche agressive, j'ai du mal avec ça. Moi, j'aime bien, moi, sentir un lien avec le site, avec le produit. Et puis voilà, moi, je vais faire moi pas mal d'analyses, de recherches à côté, moi, d'acheter. Si on peut me donner cette analyse, ces recherches, si on peut me donner les réponses à mes questions sur le site même, alors encore mieux. Donc, pour ça, exemple concret, les vidéos, ça marche super bien. Donc, voilà. J'ai vu que voilà, tu as mis une vidéo sur un site à toi que tu as lancé récemment. Ça marche super bien. Pourquoi? Parce que non seulement tu réponds à toutes les questions que je peux avoir, donc je vais pas aller regarder ailleurs. J'ai pas besoin. Tu réponds à toutes mes questions. Et en plus, voilà, c'est ce lien, comme tu dis, humanization, tout de suite, c'est toi qui regardes la caméra, tu parles, bah, tu m'invites chez toi, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, mais regarde, encore une fois, c'est vrai que ça dépend des secteurs, ça dépend de la cible. Le fameux callback que tu citais, ou ce qui peut être très agressif, où les gens t'appellent en disant voilà, vous pouvez en rajouter 3 pour, en payant ceci et machin, etc., qui veulent gonfler le panier. Mais ça peut être, j'ai eu le cas l'autre jour, en prenant des billets d'avion, le site voulait pas, j'arrivais pas au bout du truc, et puis j'ai dit fuck, quoi, j'ai laissé tomber. Et quelques minutes après, quelqu'un m'a appelé en disant voilà, on a vu que vous galériez à finaliser votre achat. Est-ce que vous voulez un coup de main? Je dis ah ben volontiers. Mais encore fallait-il bien identifier le problème et apporter une solution. C'est toujours pareil, c'est ça, c'est raisonner en termes de demande. C'est moi j'ai un problème, donne-moi la solution, donne-moi une réponse à mes questions, plutôt que d'essayer de toujours me vendre plus, plus, plus. Donc ça peut marcher d'être un petit peu les bouger les gens. D'ailleurs, tiens, en parlant du téléphone, est-ce que, et je pensais à le business de luxe dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que sur mobile ou autre, hein, j'ai vu des business où on était obligé, on dirigeait le client par téléphone. C'est-à-dire que le site était fait de telle sorte que c'était beaucoup mieux de passer par le téléphone plutôt que d'essayer d'acheter soi-même en ligne. Et est-ce que on l'observe tous de manière commerciale, que c'est qu'à partir d'un certain niveau, encore une fois, que c'est quand même plus efficace le téléphone. Donc à ton avis, est-ce que on pourra se passer du téléphone à certains moments, même pour est-ce que le web va arriver à être aussi efficace que le vrai contact, que ce soit téléphone ou en face à face, ou ça reste quand même un espèce d'artifice, un espèce de paradis artificiel qui n'arrivera pas à aussi bien convaincre que dans la vraie vie? Alors, bonne question. Et pour moi, hein, donc 100% subjectivement, moi je dis non, bah non. Ça, pour moi, hein, mais ça c'est moi, hein, ça c'est moi, voilà, je suis comme ça, moi. Moi, j'aime bien le contact humain et moi, je ne pense pas que le web puisse remplacer ce besoin humain. Bah, ça revient aussi à ce que tu dis sur le humanization. Non, je pense pas, jamais. Et je soutiens mon argument avec un exemple très concret. C'est Kindle. Kindle. Il arrive sur le marché, quoi, il y a 5 ans, 6 ans. Oui, par là, ouais. Moi j'ai moi, je lis beaucoup et j'ai toujours pas mal acheté chez Amazon, mais j'aime bien aussi aller dans les librairies, flâner, prendre mon temps pour choisir. J'aime bien l'odeur des livres, le côté tangible, quoi, des livres, le fait que voilà, quand tu as lu, tu peux le mettre sur l'étagère et tu peux revenir plus tard, tu peux le prendre. C'est une histoire en fait. Chaque livre a une histoire en fait à raconter. Alors Kindle, ils ont dit, je pense, le mois dernier, c'était les ventes en chute en fait de Kindle. Ouais. Et voilà, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est justement Kindle, c'est un peu voilà, c'est un peu froid, on est allé trop loin avec le test Kindle, je sais pas. Ouais, ouais, c'est une bonne réflexion. C'est, c'est vrai que après,
Euh, Puis il y a la balance entre le côté pratique, fonctionnel, etc. Et aussi ben, les habitudes et puis des choses qui sont très agréables effectivement dans la vraie vie et pourquoi on devrait s'en passer, quoi. C'est vrai que c'est sympa de l'odeur d'un bouquin, le toucher, et parler au libraire, etc. Mais est-ce que c'est pas difficile pour un libraire aujourd'hui de résister au raz-de-marée Amazon? Ah si, j'ai un exemple, tiens. Tu connais Powell Books? Non, non. Eh ben, Powell Books, ils remontent à très longtemps, hein. Ils sont nés quand Amazon était encore un petit ruisseau et pas un gros fleuve. Et Mhm. Amazon a tué tous les autres libraires en ligne. Tous. Eh ben, Powell Books, ils ont survécu à Amazon et plutôt bien. Comment ils ont fait? Ben, c'est encore une fois l'humanisation, quoi. Ce sont des amoureux du livre, Powell Books. C'est-à-dire que quand ils vendent pas les livres, ils lisent des livres ou ils parlent de livres. Et Mhm. tu peux leur demander, tu vois, la première édition d'un auteur du Bangladesh du début du siècle. Ils vont te le trouver et te l'envoyer en moins de 7 jours, le bouquin. Et puis, ils ont aussi tout un truc social, des rencontres, des machins, des trucs. Enfin, ils essayent d'humaniser, de faire vivre et de se présenter sur un segment un petit peu différent. Donc, je trouve que c'est un bon exemple parce que même face à un mastodonte comme Amazon, on peut se différencier et continuer de vivre très très bien même. Mhm. Euh, Toi qui as bossé justement en interne et en consulting pour des très grands groupes, des gros sites, euh, quelle est ta vision quand un client beaucoup plus petit que le très gros veut se faire sa place au soleil et que tu dois justement lui montrer, mettre en avant sa différence, alors que lui, il est focalisé sur le fait que ben, je veux ressembler au plus gros, quoi, parce que c'est lui qui marche, mais j'ai pas le même budget. Bah ouais, là, ouais, je te réponds, what is your story? Voilà, tu sais que je vais te répondre ça. What is your story? Quelle est ton histoire? Et puis, quel est ton UVP, ton Unique Value Proposition? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Donc, bah, ça veut dire ton produit ou ton service, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a qui va m'intéresser par rapport au gros, justement? Et donc, ouais, on a déjà eu des conversations là-dessus, toi et moi, Laurent. Donc, voilà, what is your story? What is your story? Et si le story, l'histoire n'est pas suffisamment intéressant et suffisamment sexy, suffisamment différent, suffisamment, voilà, voilà, tant pis, voilà, tant pis. Mais si par exemple tu peux créer ton histoire, tu peux humaniser si tu veux, tu peux me donner les arguments pour lesquels, voilà, pourquoi ton produit devrait m'intéresser par rapport au gros, par rapport au grand, bah voilà. Donc c'est un peu, voilà, what is your story, hein. C'est intéressant What's Your Story parce que j'ai jamais trouvé l'équivalent en français. On peut pas traduire. C'est pas l'histoire, hein. Le terme en Non, histoire, français, ça marche pas. il marche pas parce que là c'est plus chronologique alors qu'en anglais What's Your Story, ça intègre aussi quelles sont vos valeurs, Ouais, quel est ouais. votre objectif, d'où vous venez, où vous allez, mais c'est pas voilà chronologique, quoi. Ton DNA, quoi, Ouais, comment dire en français, ton ADN, quel est ton ADN en fait, exactement. Donc presque. c'est beaucoup plus dense comme concept, beaucoup plus précis. Euh, et effectivement, ben, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais il faut commencer par là. C'est le seul moyen de se différencier, souvent. C'est le point de départ de tout le reste. Euh, Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ceux qui, comme Cesc Godin, tu vois, qui vont dire voilà, il faut absolument faire des produits extraordinaires qui vont. Ou alors, est-ce que l'UVP, elle peut être dans la tonalité, dans l'expérience, dans justement le storytelling, etc. Ou est-ce que c'est vraiment produit, 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 quoi? Non, bien sûr, je pense que tu as raison. La UVP, la chose qui est unique à toi peut être autre chose que le produit. Ça peut être dans les garanties du service. Donc, ce qui est très intéressant, par exemple, sur le web, c'est la livraison, en fait. Voilà, donc, les gens sont pressés. Donc, avoir mon produit livré beaucoup plus rapidement.
chez toi plutôt que d'aller chez les big boys et attendre plus de temps, c'est intéressant. Euh, donc moi ouais, je suis d'accord avec toi. C'est le produit, c'est pas nécessairement le product qui doit avoir les UVP. Ça peut être d'autres choses, ça peut être aussi, pourquoi pas. Non, et justement l'expérience web, l'expérience sur le site. Si voilà, c'est des études ont prouvé que dans ma tête, je pense que c'est 75% d'utilisateurs qui vont avoir une bonne expérience sur un site web vont jamais aller ailleurs après. Ouais. Donc l'UVP peut être le site même et l'expérience que tu donnes à partir de la landing page, la page d'accueil, à travers la page produit, à travers le blog, jusqu'au panier, au checkout. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Le product, c'est pas le everything, hein. Le... Maintenant, il y a aussi, par contre, certains qui veulent construire, enfin qui forcent un petit peu l'image, notamment en essayant d'avoir une animation des réseaux sociaux, etc. Alors que moi, je trouve qu'ils ont finalement rien à dire, quoi. Je parle de sites marchands, type des Cdiscount, des trucs comme ça. Là, il y a pas, c'est pas possible de raconter une histoire, de jouer sur un peu cette tonalité-là. Et, et, euh, et pourtant, ils vont quand même sur les réseaux sociaux, ils ont du succès en manipulant un petit peu le truc. Ben, voilà, je vous présente un jeu concours, ou alors si vous likez, je vous file ça, ou vous avez droit à ça, ou machin. Euh, donc comment on fait maintenant quand on a un business chiant? Voilà, je vends des disques durs, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me démarquer? J'ai pas d'histoire, mes prix ils sont pas forcément les mêmes, ils sont pas forcément plus intéressants qu'ailleurs. Je livre comme il faut, machin, tout ça. Voilà, je suis juste normal. Est-ce que je dois arrêter mon business? Est-ce que j'ai une chance d'y arriver ou pas? Bonne question, hein. Euh, question difficile quand même ça, hein. Sur le web, tu fais ton analyse, quoi. Je vais appeler Laurent Brolé, hein. Qu'est-ce qu'il en pense sur le côté SEO? C'est quoi l'analyse sémantique? Qu'est-ce que je peux faire rapidement en SEO? Euh, Encore une fois, what's your story? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter de la valeur par rapport au big boy à côté, hein? Donc, mais c'est pas évident ta question. Mais toi, tu dirais quoi? Parce que j'aimerais bien avoir ce que toi, Alors, moi genre, j'essaierai de vraiment. trouver le disque dur, j'y ai pas réfléchi, mais j'avais mentionné ça en conférence sur je sais plus quel sujet, mais c'était je parlais des business chiants, comment on communique quand on est un business chiant, quoi, un boring business, c'est de quoi tu peux parler, et j'avais pris l'exemple des plombiers Mhm. à Paris. C'est chiant, le plombier, d'accord, et c'est pas très sexy. Mais je disais que le plombier, il fait du content marketing, il fait de l'inbound marketing comme va faire Red Bull, pareil. Je comparais Red Bull au plombier. Red Bull, pareil, c'est un produit chiant d'ailleurs, Red Bull. Enfin, c'est pas super sexy, une boisson gazeuse à la taurine qui a en plus du bad buzz dessus. C'est pas un produit très clean, quoi. Mhm. Et donc, ils ont bâti tout leur univers, et blabla, ils entraînent les gens dans cet univers, etc. Et pareil, le plombier, lui, il a analysé sa cible, il la connaît très bien, et il va produire du contenu utile, intéressant. Le contenu intéressant, ça va être par exemple un magnet avec tous les numéros d'urgence. Tu vois, le magnet que tu vas mettre sur ton frigo. Alors c'est pas juste le magnet avec le numéro du plombier. C'est là que c'est intéressant. C'est qu'il va mettre l'hôpital, il va mettre la police, il va mettre tous les numéros utiles et le sien. Et il sait qu'il va être positionné sur l'endroit stratégique, sur le frigidaire, lorsqu'il y aura besoin de faire appel à lui. Mhm. Mais pour moi, c'est la même stratégie de contenu. De Red Bull, plomberie, même combat, quoi.
voilà ce que je conseillerais, moi. C'est-à-dire de faire des actions de communication intelligente et bien ciblées, mais pas forcément, oui, travailler. Pas forcément essayer de construire une image qu'on n'a pas, quoi. Hmm. Mais ça demande un peu de brainstorming, quoi. C'est sûr que c'est pas facile, surtout quand on est la tête dans le guidon, dans son business, d'arriver à sortir la tête et devenir créatif au niveau des actions com. Ben déjà, ça coûte très très cher les actions de communication. Ayant bossé pour des boîtes de com, je sais les budgets que ça vaut, quoi. C'est, c'est pas que de la créativité, il faut ensuite mettre en action les vecteurs de propagation, l'analytics, recommencer, rinse and repeat. Donc la com, mais quand tu prends le web finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est autre chose qu'un vecteur de communication? Est-ce que c'est pour moi la même chose que une publicité à la télé ou à la radio ou que, enfin, ça sert que à drainer du trafic potentiel, des clients potentiels. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça répond exactement aux mêmes règles de relations presse et publique qui ont été érigées depuis le début du siècle et bien formalisées depuis l'après-guerre, quoi. Mais c'est exactement la même chose. Tu sais, le référencement, si tu veux, le secret du référencement, c'est être utile. C'est tout, hein. À partir du moment où tu as compris comment tu pouvais être utile, ben, tu as tout compris, quoi. Ouais, aider les gens avant de leur vendre quelque chose. Et puis la vente, ça viendrait après, hein. Voilà, c'est le content marketing, c'est ça la règle du content marketing. Et ça rejoint l'exemple que tu viens de donner, de citer comment dire, du magnet sur sur le frigo. C'est bah, ce plombier-là, il cherche pas à vendre tout de suite, il cherche à aider. Ben oui. Puis, parce qu'il sait, il est malin, il sait que derrière, si tu aides quelqu'un, bah, ils viennent. Parce que voilà. Ben parce que tu seras là au bon moment, au bon endroit, quand il aura besoin de toi. Exactement. Mais Mais tu l'as préparé en amont. comme tu dis, moi j'ai tout type de clients. Euh, c'est question de budget. C'est pas évident de faire du content marketing. C'est beau de le dire. Ouais. What is your story? Qu'est-ce que c'est ton ADN? Mais quand tu as une équipe de trois quatre personnes avec ton dev qui est même pas en interne, voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes à faire au quotidien. Voilà, donc c'est c'est pas évident. Faut trouver le temps. Oui, mais Faut... ça aussi, c'est un problème. Regarde, là, on parle de choses que ce soit ma partie, le référencement, ou ta partie, l'ergonomie incitative, l'ergonomie, quoi. Ce sont des choses qui rapportent de l'argent tout de suite, directement. Alors que tu parlais d'un développeur, ou on parle d'un comptable, ou on parle de toutes ces choses-là, c'est obligatoire, un développeur, t'en as besoin, mais il te rapporte zéro. Il te rapporte pas directement de l'argent, un développeur. Bien au contraire. Un comptable, c'est pareil, c'est obligatoire, un comptable, mais il te rapporte pas d'argent, un comptable. Tandis que d'arriver à convertir, d'amener le trafic et le convertir, ça, ce sont des actions commerciales directes. Et pourtant, on se retrouve souvent la dernière route du carrosse. Tu arrives après la bataille, après les échecs, après tout ça. Euh, alors que, oui, on va commencer par le développeur, alors que c'est pas lui qui ramène de l'argent, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, je savais pas. Le comptable, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord à 100% avec toi sur le dev, hein, parce que le dev, c'est quand même critique. Si on maîtrise pas aujourd'hui son propre développement en interne, si on n'a pas sous la main, ouf, j'ai Eh dit, oui, mais c'est pareil, un comptable, c'est obligatoire, c'est plus que critique. C'est pas ce que je dis, c'est que le travail du développeur, tu peux gagner de l'argent sans site web. T'as pas besoin d'un site, hein. Tu peux tout à fait te débrouiller sans site web, mais tu peux faire de l'argent si tu as des prospects, tu vois, t'as fait ta démarche commerciale. Alors bien sûr qu'après, c'est mieux si tu as un super site mieux développé, etc. Mais il y a le démarchage et la conversion, ça c'est directement commercialement pour moi rémunérateur. Tout le reste derrière, c'est nécessaire, c'est crucial comme tu dis. hmm, Mais si tu départages, regarde, je prends toujours l'exemple, j'adore cet exemple parce que c'est une marque sexy et tout ça, mais euh,
Apple, ils dépensent que 3% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement. Et il est dans le top 3 des investisseurs AdWords de sa catégorie, hein, du high-tech. Il doit dépenser 80 ou 90% de son budget en publicité AdWords. En publicité, en marketing, d'accord. Mhm. Attends, ils dépensent pas tout leur argent en logistique, en recherche, en production, etc. Tout leur argent, ils le dépensent en marketing. Et pourtant, c'est Apple. Mhm. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que et tu vois bien même les stratégies enfin depuis, moi je me rappelle du cas d'AOL, mais il y en a plein comme ça qui finalement a fait pareil. Ils ont le produit, ils le savent qu'il est pourri, ils savent que c'est pas bon, que ça va pas marcher, que machin tout ça, mais c'est pas grave. Ils font la partie commerciale, ils engrangent des users et après ils réparent le truc et ils font en sorte que ça marche. C'est même pareil d'ailleurs en développement quoi. Et on sait que le front-end, la partie visible, c'est pas le plus compliqué, c'est toujours le back-end derrière. Mais pourtant le front-end, c'est un mauvais réflexe. On dit bon ben on sort le site, il est à moitié pourri, c'est pas grave du moment que ça marche derrière. C'est quand même pas mal de sortir un produit fini quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais oui, non, en fait, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Je ne pouvais pas dire que le développeur n'était pas indispensable. Il est indispensable, mais c'est pas lui qui ramène les clients, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, ouais. Donc, puisque c'est pas lui qui ramène les clients, ben, voilà, il est pas, c'est pas forcément là que j'appuierai, que je mettrai le plus de ressources. Parce que le cas classique, c'est quoi? C'est on a payé son site 12 000 euros pour le faire développer. Et puis il nous reste 2000 euros pour faire parler de soi, pour le référencement et pour le reste. Et puis voilà. Moi, c'est Alors, bien que tu le dises, de toute façon, c'est pas comme ça, voilà. Non, mais évidemment, je suis d'accord avec toi parce que je suis dans ce métier-là. Et puis, ouais, et puis, combien de fois, heureusement, et ça me fait plaisir, les clients, hein, une fois évangélisés, entre guillemets, sur l'idée de l'optimisation de conversion, parce que voilà, au début, un peu comme la SEO, c'est un peu du voodoo, un peu du mumbo jumbo, mais une fois évangélisé, ah ouais, ça ouvre les yeux. Et puis, ça fait plaisir d'avoir ces réactions par des clients. Ah ouais, quand même. Voilà, une fois qu'ils se rendent compte que voilà, ouais, tu n'as plus besoin de dépenser tes 30 000 euros par mois chez Google pour acheter du clic à 2,50 € le clic. Voilà, dépense un peu moins. Par contre, sur la pub, par contre, voilà, la différence, tu vas l'investir dans du A/B testing, dans du dev, encore une fois, dans du dev, mais du bon dev, dans la perf. On va améliorer la rapidité du site. On va refaire des pages de landing et puis voilà, on va derrière que niveau ROI, bah, c'est tout simple, hein, c'est un fichier Excel, hein, c'est dépenses, conversion, panier, chiffre d'affaires fois marge, voilà quoi, c'est calculé vite fait, mais c'est vrai, c'est pas le réflexe de tout le monde, je pense. Est-ce que c'est un truc générationnel? Est-ce que je sais pas. Est-ce qu'il y a toujours un peu de old school qui existe, qui croit pas, qui voilà comme on a dit tout à l'heure, qui croit dans les fads, dans les modes et qui veut faire comme son voisin, comme son voisin big boy. Je suis d'accord avec toi, c'est pas. Mais toi, tu mènes la même bataille que moi sur le côté SEO, je pense aussi, hein. Donc, ah ben c'est sûr, sans relâche. ouais. Euh, Tiens, dis donc, j'y suis sur le site Hackberry. Il est vraiment génial, effectivement. Et ouais, ils ont, c'est un site qui a un ADN intéressant, je trouve. Ouais, 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 non, c'est vraiment bien. Et des points d'entrée différents en fonction de ton profil ou qu'est-ce que tu cherches, encore une fois. Ouais, c'est ça, il résonne tout à fait en termes de demande, plus que d'offres. Ils essaient vraiment de se mettre à la place des gens, tout en préservant ben, j'allais dire leur ligne éditoriale, mais en tout cas non, leur style, on sent vraiment
il y a c'est pas juste un site qui veut vendre des produits. Il y a aussi l'envie que les produits fassent plaisir, que ce soit des choses que vous ayez plaisir à acheter, quoi. Exactement, exactement. Parce que ça, c'est l'objectif ultime, hein, d'arriver à ce que les gens dépensent leur argent et soient contents derrière. C'est quand même le but. Et oui, et en troisième, qu'ils reviennent. Ça veut dire qu'ils gardent en tête l'expérience. Donc ça rejoint ce que j'ai dit. Ton ADN, ton UVP peut être aussi l'expérience que les clients peuvent avoir sur le site. Ça rejoint aussi. Euh, de, Au niveau comme ça de ces trafics récurrents ou fidélisation, où est-ce que tu appuierais toi en premier? C'est emailing ou il y a d'autres vecteurs que tu penses sont plus puissants que ça? Pour travailler la clientèle existante, hein, je parle. Alors, emailing, non, emailing, c'est toujours le plus fort parce que tu as non seulement ton pied dans la porte, Ouais. en fait, la porte est ouverte, quoi. On t'ouvre la porte. Donc, non, toujours est-il que en termes de conversion, rien ne bat une bonne base bien qualifiée euh, sur laquelle tu peux faire voilà, un client relation, un CRM, un client relation management appuyé, intelligent. Voilà. Rien. Pour moi, hein, je sais pas si tu as vu autrement, mais pour moi, c'est toujours le roi, les emails. Hein. Ah ben, c'est clair, hein, ce qui est désolant, c'est de voir comment les bases email sont tellement mal travaillées. Euh, et toujours pareil, parce qu'on raisonne en termes de demande et non pas d'offres. Mais oui, je vous conseille, hein, d'aller voir hackberry.com parce qu'il y a plein de choses. Même si vous regardez, ils n'ont pas ouvert un blog, ils ont ouvert un journal. Hum. Et ce qu'ils donnent comme conseil, c'est pas tout le temps pour essayer de vendre des choses, quoi. Non, non. C'est quand même d'abord pour donner un vrai conseil. Mais enfin, quand ils donnent des conseils sur les bières, voilà, c'est pas pour bouleverser leur chiffre d'affaires qui vous explique différents trucs sur les bières, quoi. Et en plus, derrière, ils vous expliquent comment des recettes de cuisine pour cuire le barbecue chicken et tout. Non, bravo, bravo. Oui, ce site, merci. Très très bon exemple de plein de choses que j'essaye de communiquer. Alors, cher Paul, ça fait plus d'1 heure qu'on parle. Tu te rends compte? Ouais, Ça passe vite, hein. ouais, ouais. Pour terminer, moi je dirais il faut. euh, on doit. Alors, quel est le. Pour quel besoin quel serait le meilleur moment pour venir te voir dans ma vie de. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure, hein, donc on vient parce que c'est cassé, on vient parce qu'on veut s'améliorer, etc. Mais si tu devais anticiper, c'est-à-dire si tu voudrais conseiller, est-ce que c'est vraiment avant de lancer le site ou alors il y a différentes étapes clés euh, pendant ou après le lancement du site où c'est quand même toujours beaucoup plus efficace de venir te voir? Ou tu t'en fous. En fait, tu traites n'importe qui, n'importe quand. Bah, voilà, j'ai fait les deux. Lors de ma carrière, entre guillemets, en CDI, je pense que j'ai vécu surtout la grosse refonte, voilà, de A à Z, voilà, avec un jour J pour balancer en prod, et puis on se croise les trois. Ouais. Avec tout ce que tu as dit sur le besoin de faire des rollbacks si jamais ça marche. Donc ça, ça, encore une fois, ça, il faut vraiment éviter de faire ça aujourd'hui. Il faut pas le faire. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. Si on a déjà un site, évidemment, si c'est le premier site, bon, voilà. Mais bon, pour répondre très précisément à tes questions, bah, je pense que c'est n'importe quand. Les gens peuvent venir me voir. Euh, voilà, des gens qui viennent me voir parce que voilà, sur recommandation ou en amont du projet. Euh,
il est vrai que voilà, avec les amis qu'on a en commun, on a des solutions pour pouvoir produire derrière. Donc voilà, si s'il y a des idées, si quelqu'un veut justement lancer un nouveau site e-commerce pour concurrencer avec les big boys, et cette personne a de la quoi dans son On peut le ADN, citer, c'est vrai, le pauvre. Tu es voisin de bureau de Benoît Chevillot. voilà, un ami de Benoît aussi. Euh, non, voilà, moi évidemment pour un nouveau lancement, être là dès le début, c'est très intéressant parce que Ouais, mais euh, est-ce que c'est pas. Enfin, honnêtement, moi je dis que c'est mieux. Mais pour moi, pour mon boulot, c'est quand même plus lourd. Ça demande beaucoup plus d'investissement de mon côté, hein, si je dois traiter en amont les choses, quoi. Alors que quand je dois réparer, de toute façon, c'est toujours les mêmes erreurs partout, etc. Comme tu dis, les images, la performance, etc. Donc, c'est pas forcément plus confortable. Mais en tout cas, ça, c'est pour moi. Je te laisse finir. ouais, non, t'as raison, oui, c'est sûr que c'est ouais, c'est peut-être pas une question de facilité, mais on peut le dire, on peut utiliser ce terme-là. C'est ouais, c'est plus facile pour toi et pour moi quand ça va pas chez un client, parce que voilà, on est dans une position de pas de force, mais une position où on a plus besoin de nous quoi, que nous on a besoin de ce client. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, en même temps, voilà, je traite tout en fait. Ouais. Je fais de l'ambulance, je fais recommandation. Bah tiens, notre taux de conversion stagne depuis un an. Voilà, on aimerait bien le booster. Sinon, les projets d'A à Z aussi. Bah, j'ai deux trois clients qui voilà qui sont en phase de lancement de leur premier site. Donc là, c'est intéressant parce que je sais pas si pour toi, mais moi j'ai vécu, j'ai travaillé longtemps en équipe en fait, en grosse société, j'ai managé des grandes équipes. Euh, Consultant indépendant, j'adore la liberté, mais bon, de temps en temps, on est un peu seul, quoi. On se sent un peu seul. Donc moi j'aime bien faire partie d'une équipe, d'un projet, voilà. Ouais, je comprends. J'aime- ouais. Ok, bah écoute, je crois qu'on va devoir s'arrêter, sinon on va battre le record de long métrage. C'est-à-dire qu'on j'essaye de faire des podcasts qui sont un peu plus courts qu'un film, tu vois, qu'une heure et demie. Ah, c'est 1h22 quand même, ouais, voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'était intéressant. Il faut donc là, alors c'est tourné juste avant le VLC, mais quand ça sera publié, tu auras déjà fait le VLC, donc ça c'est quand même très très intéressant que tu viennes de plus en plus dans les conférences, etc. Parce que ben, j'aime bien ton discours et puis il faut faire passer le message. Il faut que. Mais l'intérêt est là, les gens sont très curieux de ce que tu racontes et de comment tu le racontes. Et puis surtout, ben, ils ressentent qu'il y a une réalité de la chose derrière. Il y a un vrai besoin, c'est une vraie expertise. C'est pas quelque chose qui peut s'apprendre, hein, très bien, mais pas quelque chose qui s'improvise. Donc en tout, ben, en tout cas, moi je te recommande chaudement à tous ceux qui voudraient améliorer la conversion sur leur site. Bon, bah, merci beaucoup, Laurent. Merci. Mais Merci pour l'invitation. Ouais, merci vraiment. ça fait penser un peu à un métier. Ben, t'es un peu comme le métier de référenceur il y a 10 ans. Là. Ça fait quoi? Allez, max 3 ans que ça commence à monter en puissance, là, les spécialistes de l'ergonomie, hein. 3 4 ans, je pense que tu as raison, mais je pense que on peut tracer, comment dire, tracer la racine ou tracer le début, on peut dire en français, tracer le Ouais, début. ouais, Pour moi, hein, on peut tracer le début à Google Analytics et le lancement de Google Analytics gratuit, 2006-2007. Je pense que parce qu'avant, il fallait payer, il fallait sortir son chéquier et payer beaucoup, hein. On parle de dizaines de milliers d'euros à l'année pour des logiciels, des services d'analytics, alors que Google il arrive, je pense que c'est 2006-2007, il a lancé Google Analytics. Et ouais. je pense que c'est à ce moment-là que, voilà, c'est un peu, ça a pris du temps après, mais aujourd'hui, comme tu dis, 80%, moi je dirais même peut-être plus, 90% des sites
Pour moi, c'est 9 clients sur 10, c'est clair, hein, on Ouais. est sur Google Analytics. Ça a démocratisé l'analyse quantitative du comportement web. Et voilà, qu'on aime ou qu'on déteste Google, toi, tu es dans la même bataille, un peu sur la SEO, Google this, Google that, voilà, c'est Google. Mais bon, au moins, pour moi, hein, c'est ça qui a créé ce marché-là, hein. Ah, mais Google, il est extraordinaire. Il nous a ouvert des portes. Enfin, s'il n'existait pas, moi, je vis grâce à lui, mais il a vraiment amélioré plein de choses dans notre vie de tous les jours. Mais après, c'est vrai que je lui fais pas confiance, quoi. Mais là, comme tu dis, c'est la data, faut des données, quoi. Faut comprendre et après, il faut pouvoir comprendre le pourquoi derrière. Hmm. Tout, c'est pas d'avoir les données, c'est arriver à les traiter, les analyser et comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière ces chiffres, le pourquoi. Et c'est là qu'on a besoin d'un peu plus d'expertise, comme tu peux toi le fournir, quoi. En tout cas, merci Paul, c'est ça, c'était super. Il faudrait que tu reviennes plus souvent. Tu vas faire partie des personnes programmées pour revenir régulièrement. Bah, merci Laurent, merci. Parce que c'était une super discussion. Allez, merci Paul. Allez, merci Laurent, allez.